Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à la résonance dans la voie du Bouddha. Cette résonance est un phénomène spontané qui se fait de lui-même et dont l'explication nous échappe au premier abord. Tous les phénomènes de l'univers étant de même nature, tous sont liés par la résonance. Notre attitude, notre pratique permettent ensuite de l'accueillir et la vivre pour notre bien, mais aussi celui de tous les êtres. Alors qu'est-ce qui caractérise plus précisément cette résonance? Quelle est l'approche du bouddhisme à ce sujet? De quelle manière pouvons-nous mettre en œuvre et favoriser cette résonance? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Jean-Pierre Faure. Jean-Pierre Faure, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien chercheur, scientifique, enseignant. Vous êtes également un ancien disciple du maître zen Teizen Deshimaru. Vous avez été ordonné moine en 1981, je crois, et une vingtaine d'années plus tard, donc vous avez fondé le monastère de Kanshoji en Dordogne. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors pour commencer cette émission, Jean-Pierre Faure, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par résonance? À quoi correspond ce terme? Le terme résonance est utilisé en acoustique traditionnellement. La résonance, c'est la capacité d'un objet à amplifier, à prolonger le son et à le renvoyer. Par exemple, une guitare est composée de cordes qui créent un son et dessous, il y a une caisse de résonance. Alors, est-ce que cette résonance s'applique à tous les phénomènes physiques, mais aussi psychiques? Tous les phénomènes physiques font preuve de résonance les uns entre les autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que des phénomènes physiques, comme la couleur du ciel, peuvent résonner sur notre psychisme. Une musique, qui est un phénomène acoustique, peut effectivement nous toucher plus profondément au niveau du psychisme. Mais encore plus généralement, le psychisme résonne dans le psychisme. Si par exemple vous vous mettez en colère devant moi, quelque part, cette colère va résonner en moi et va donner lieu à l'expression d'une émotion chez moi. Mais alors justement, on peut se demander si cette résonance, ce n'est pas aussi l'énergie qui anime l'univers tout entier? L'énergie, c'est la façon dont les événements, dont les formes se transforment. Donc la résonance, c'est la façon dont cette énergie change sans cesse. Si on regarde bien, tous les phénomènes donc résonnent les uns dans les autres et la possibilité de résonance provient du fait que les phénomènes sont tous impermanents et tous interdépendants. Donc on pourrait dire que la résonance, c'est la vision dynamique de l'interdépendance et de l'impermanence à l'œuvre. D'accord. Et est-ce que cela vous semble juste de dire que cette résonance caractérise donc du même coup l'ensemble de la création? Les phénomènes se créent seulement à partir de la résonance. Mais alors on peut se demander quand même si l'Occident, avec sa tendance à l'individualisme, peut accueillir cette résonance. Est-ce que finalement ce n'est pas antinomique? Le Bouddha n'a jamais dénié la notion d'individu. Ce qui est gênant, c'est quand on revendique cette notion d'individu comme une entité séparée, comme une entité autonome. À ce moment-là, effectivement, on peut empêcher la résonance, si on se ferme au reste des phénomènes. Et alors, quelle a été la vision plus précisément du Bouddha à ce sujet? Il y a un sutra justement, je crois, qui l'évoque. Oui, l'Avatamsaka Sutra, le sutra de la guirlande des fleurs, présente l'univers comme une infinité de mondes qui se réfléchissent les uns dans les autres, qui se donnent forme les uns par les autres. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant qu'individu, je reçois ma vie de l'univers, mais de même, moi-même, j'influence l'univers. Donc cette résonance est partout à l'œuvre, toujours et partout. Quand je dis au niveau physique, on connaît effectivement cette expérience des ailes d'un papillon au-dessus de la forêt amazonienne qui donne à l'autre bout de la planète, à cause de ce phénomène de la résonance, un typhon au-dessus du Japon. C'est la résonance à l'œuvre. Très bien. Donc il est très important de ne faire qu'un avec l'univers, d'être présent finalement. Oui, la vie se faisant par résonance, et si on veut être totalement vivant, il faut pouvoir être ouvert à cette résonance. Être ouvert à cette résonance, ça veut dire être présent à chaque moment, à tout ce qui nous entoure. La présence à l'univers, c'est effectivement le koan que nous avons à résoudre. Vous pouvez nous préciser ce qu'est un koan, s'il vous plaît? Un koan, c'est une vérité absolue qu'on ne peut pas désosser intellectuellement.
Alors, vous dites que c'est très important de rester présent à l'univers, mais il y a quand même des obstacles, des dangers, j'imagine, pour laisser cette résonance s'épanouir. Quels sont-ils, Jean-Pierre Faure? Il y a des dangers, mais de toute façon, la résonance a toujours lieu, qu'on le veuille ou non. Comme je vous ai dit, la couleur du ciel nous affecte, résonne en nous, les étoiles, tout l'univers. Donc il y a des résonances qui sont automatiques. Mais on peut, par notre psychisme, freiner, empêcher cette résonance. Effectivement, si je me saisis de vérité, si je suis attaché à des points de vue, à des superstitions, à des idées, et que je ne sais pas lâcher prise, à ce moment-là, j'empêche ce phénomène de résonance. Et c'est là où l'ego intervient et vient troubler cette énergie. C'est l'attitude égotique par excellence qui est de s'attacher à un point de vue, de croire à ce point de vue, de développer de ce point de vue, de s'enfermer dans ce point de vue et d'être à la fin dans une espèce de coque qui nous sépare de la réalité qui, elle, est tout le temps changeante, vivante. Alors, Maître Dogen s'est exprimé à ce sujet. Que nous dit-il, Jean-Pierre Faure? Maître Dogen prend l'exemple du vieux prunier. Où le vieux prunier a les racines profondément enfouies en terre et les branches dressées vers le ciel. En fait, il est marié à la lune, aux étoiles, au soleil, à tout l'univers. Et à un moment, ce prunier, ce vieux prunier que l'on croyait mort, au cœur de l'hiver, au milieu d'une tempête de neige, on voit apparaître une fleur s'ouvrir. Donc il y a quelque chose qui ne relève pas d'une conscience personnelle, qui ne relève pas d'une volonté personnelle, mais bien plus, c'est le mariage de l'univers entier qui donne, quand les conditions sont réunies, l'apparition d'une forme. Et nous, Dogen, dans cette image, nous compare à une fleur. C'est-à-dire qu'à chaque moment, nous devons être comme cette fleur, tu as fragile, ouverte à l'univers entier, sensible au vent, à la chaleur, au froid, et cependant totalement ouverte. Alors, Jean-Pierre Faure, sur le plan psychique, il y a quand même des obstacles, on imagine, à cette résonance. Qu'est-ce qui peut freiner cette résonance, le fait que l'on s'ouvre à tous ces phénomènes? C'est le fait que l'on croit un peu trop fort à l'idée que l'on a de la réalité, plutôt que de se fondre dans la réalité. Si on a de très belles idées, mais que ces idées se glissent entre nous à la réalité, même si on veut faire le bien, cette idée, à la fin, peut nous empêcher de voir la situation telle qu'elle est et de répondre avec justesse à la situation. Donc c'est toujours cette idée de vouloir par soi-même, de vouloir avec son moi, de vouloir décider, de vouloir contrôler, de vouloir faire le bien et de ne pas avoir confiance dans le fait que l'univers depuis l'éternité se développe par la résonance et que les plus grandes choses se font par la résonance. Alors dans le Genjo Koan, Maître Dogen nous dit, je cite, « Étudier la voie, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. » Alors s'oublier soi-même, Jean-Pierre Faure, c'est également oublier une certaine rigidité de notre esprit. Exactement. Dogen ne critique pas les points de vue qui montent à notre conscience. Il ne critique pas les souvenirs qui reviennent de l'inconscient. Ce qui est critiquable pour les maîtres zen et pour le Bouddha, c'est de rester accroché à ces points de vue, de s'attacher à ces formes-là et de ne pas comprendre que chaque forme doit être laissée à sa propre vie et doit bien sûr disparaître. À ce moment-là, s'il n'y a pas cette fixité, cette rigidité, même si sans cesse notre esprit prend des formes différentes, il ne s'oppose pas à la résonance. Ce qui nous oppose à la résonance, ce qui nous empêche, c'est précisément la fixation, la fixité, la rigidité, l'attachement à nos points de vue. Alors pour laisser s'épanouir également cette résonance, la confiance, mais également la foi sont absolument des notions primordiales. Bien sûr, si par exemple vous marchez avec des béquilles et que vous devez lâcher ces béquilles, il faut que vous ayez foi dans le fait que vous pouvez marcher par vous-même. Donc il est important, je crois, de comprendre que nous sommes Bouddha déjà, qu'il n'y a rien à faire. Donc tel que nous sommes Bouddha. Et que la vie n'a pas besoin du moi. La vie, elle existe par elle-même.
et que très souvent le mieux, ce qu'on a à faire au niveau des phénomènes existentiels, c'est bien plus de s'effacer, d'effacer ces rigidités et de laisser effectivement l'univers résonner en nous et nous donner vie à chaque instant. Et d'ailleurs, quand on préparait cette émission, vous aviez utilisé un exemple que je trouvais très intéressant sur l'embryon. Et la façon dont ce fœtus qui se développe est influencé par la mère et les émotions de la mère, de son environnement. Complètement. Effectivement, le développement par la création du psychisme, quand la mère porte en son sein ce fœtus, toutes les émotions qu'elle ressent résonnent dans le fœtus. Mais ces émotions que la mère ressent, ce sont aussi des émotions qui lui viennent de l'extérieur, de son mari, de son voisin, de ce qu'elle voit à la télé. Et à la fin, on retrouve une forme, des formations psychiques qui sont tout simplement créées à partir de cette résonance de proche en proche jusqu'au fœtus. Alors pour conclure, Jean-Pierre Faure, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est si important de laisser son cœur, notre propre cœur, s'ouvrir à la résonance pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres? Si on comprend que l'univers entier est ma propre vie, que l'autre est fondamental dans ma vie, on comprend à ce moment-là que le rapport que j'ai à l'autre est fondamental. Et le rapport juste, c'est le rapport d'amour. Mais l'amour doit être totalement libre. Ça doit être l'expression du cœur. Ça ne doit pas être quelque chose qui est simulé, quelque chose qui est imité. Il faut qu'il y ait une profonde liberté dans cette expression du cœur. Pour cela, il faut ouvrir son cœur, abandonner toutes les rigidités. À ce moment-là, quand je rencontre quelqu'un, si mon cœur est ouvert, puisque lui aussi a un cœur, à ce moment-là, même si son cœur à lui est plus ou moins endormi, et plus ou moins enquisté, le fait que je le stimule, que je cause une émotion en lui, à son tour, lui-même s'ouvre. Et à ce moment-là, c'est mon cœur de Bouddha qui touche son cœur de Bouddha. C'est la véritable rencontre. C'est comme cela que les êtres humains doivent fonctionner, par la résonance avant tout. Très bien. Et en vous écoutant, on a le sentiment que la résonance ressemble fort à l'interdépendance. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre ces deux notions ? Non, j'ai voulu. Le mot résonance est beaucoup plus large, parce que quand on prend l'exemple du fœtus qui se développe et qui acquiert un psychisme, c'est très difficile à comprendre. Ce qui est important dans le mot résonance, je crois, ne peuvent résonner que des phénomènes de même nature. Par exemple, si je tape sur la peau d'un tambour, je peux voir les vitres de la pièce vibrer. Ceci n'est possible que si les vitres sont dotées d'une capacité à vibrer. Donc, c'est parce que nous avons la même nature, cette nature de Bouddha, que nous pouvons vibrer les uns avec les autres, les uns par les autres. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Faure. Merci beaucoup. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Le monde du zen de Myriam Levering, Maryse et Masumi Shibata, publié aux éditions Grund. Vous retrouverez dans cet ouvrage une grande variété de textes majeurs de la philosophie zen, à travers une sélection de poèmes chinois et japonais de toutes les époques, accompagnés de 50 photographies en couleur. Le chemin de la montagne froide, vie et poèmes d'un ermite bouddhiste libertaire de la Chine ancienne, de Han Shan, publié aux éditions Terre Blanche. Ce grand poète bouddhiste qui vivait en ermite dans les monts Tiantai, qui écrivait des poèmes sur les murs et les parois des cavernes, nous raconte le récit de sa vie à Montagne Froide, un lieu mythique. Et enfin, Paroles d'Orient de Marc de Smet, publié dans la collection Espace Libre, chez Albin Michel. Il s'agit d'un recueil de citations et de textes courts, issus des traditions indiennes, taoïstes, zen et tibétaines, pouvant représenter pour tous des sources d'inspiration et de sagesse. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.